Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les liens qui unissent les youtiao chinois, les churros espagnols, les zlebia et les jalebi, les sfenj d'Afrique du Nord et même les donuts états-uniens. Des produits qui, malgré les revendications nationales, trouvent tous leur origine dans des circulations et des techniques ancestrales. Et avant que j'oublie, vous pouvez donner de la visibilité à ma vidéo en appuyant sur l'icône booster ici, ça vous coûte rien. Mais si vous voulez m'offrir un café, vous pouvez le faire là, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer, on va essayer de faire l'histoire du churros. Ce beignet long et croquant, aujourd'hui étroitement associé à la culture espagnole, possède des origines lointaines. Et pour les explorer, je vais vous proposer deux hypothèses. L'hypothèse la plus couramment avancée est celle qui lie le churros à la Chine. Là-bas, il y a une légende qui raconte la naissance de longs beignets qu'on appelle yu tiao en mandarin et yao jiaguai en cantonais et qui sont couramment consommés au petit déjeuner. Ces noms rappellent l'histoire du général Liu Fei, un héros national du XIIe siècle, vénéré par la population de l'époque et qui a fini exécuté après avoir été trahi par Qin Hui, le grand chancelier des Song. Le comploteur Qin Hui et sa femme Lady Wang forment depuis un couple que les Chinois adorent détester. Pour montrer son dégoût, on pouvait cracher et uriner sur leur statue et aujourd'hui on peut juste les frapper. C'est aussi pour les punir que l'on fait frire des beignets les symbolisant, collés par le milieu et unis dans la souffrance, ce sont les youtiao. Ces beignets importés au Siam par les immigrants chinois sont appelés patongko en Thaï, j'en avais parlé dans cette ancienne vidéo. En Thaïlande, la généalogie est cohérente, les patongko sont les cousins des youtiao. Mais comment auraient-ils pu devenir les churros espagnols? Et c'est là que je vous propose deux pistes. La piste la plus communément admise, la piste portugaise, et une assez peu explorée, la piste andalouse. Les Portugais étaient de grands navigateurs. Ils vont bâtir un empire commercial en installant des colonies dans de nombreux endroits du monde, de Ceuta jusqu'au Brésil, en passant par les îles africaines de Madère. Mais ils se sont aussi installés en Asie, d'abord en Inde à la fin du XVe siècle, au Siam, en Malaisie et en Indonésie, avant de s'installer en Chine, à Macao, dès 1557. Et c'est peut-être là qu'ils rencontrent ces beignets chinois qu'ils vont ramener en Ibérie. Leurs voisins espagnols vont s'en emparer, se les approprier sous la forme de longs beignets que sont les churros. Au-delà de leur forme allongée, on trouve une autre similitude, cette habitude que les Chinois ont de tremper leur youtiao dans du lait de soja, comme les Espagnols trempent aujourd'hui leurs churros dans du chocolat. Malgré le fait que ces deux beignets soient assez différents, ces théories semblent bien acceptées aujourd'hui en Espagne. Le gros problème, c'est qu'on manque de sources écrites ou matérielles pour la valider. À ma connaissance, aucune source ne mentionne cette recette de beignets, et encore moins son origine asiatique, mais ça viendra peut-être un jour. Il faut en fait attendre un dictionnaire espagnol de 1787 pour avoir la première mention du churro et sa définition. Un certain type de pâte frite, dont la forme est celle d'une corne de brebis churra, et de là le nom. Et d'ailleurs, une des théories concernant le churro mentionne une invention faite par des bergers ibériques qui lui donnèrent le nom de leur race de moutons. Et donc la deuxième hypothèse que je vous propose et qui est un peu négligée, c'est l'hypothèse andalouse. On peut la suivre à travers deux beignets emblématiques, la zlebia et le sfenj. Miranda Brown, professeure au département des études chinoises de l'Université du Michigan, réfute l'origine chinoise des churros et elle penche plutôt vers un lien entre les churros et les zlebia. À Bagdad, capitale de l'Empire abbasside, Ibn Sayyar al-Warraq écrit le plus vieux livre de cuisine en arabe qui nous soit parvenu. Dans son ouvrage, le Kitab al-Tabir, il donne au Xe siècle une recette similaire à celle de la zlebia, celle d'une pâte fluide et non levée, frite dans l'huile, qui prend la forme d'une spirale ou d'un entrelac trempé dans du miel ou dans un sirop de sucre. Cette recette va connaître un succès fulgurant dans une grande partie des mondes musulmans, du jalebi indo-pakistanais jusqu'au mouchabak oriental et leur version marocaine comme la shbekiya de Rabat. Les formes et les ingrédients vont évoluer suivant les régions, mais tous ces beignets semblent bien avoir une origine commune dans la zlebia de Bagdad. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas comparer les différents beignets tels qu'on les connaît aujourd'hui et ceux d'il y a 1000 ans. Ils ont eu le temps d'évoluer et de se transformer.
Leur nom aussi d'ailleurs, le mot arabe zelabiya ou zalabieh, semble, comme la recette, venir de Perse. On a bien cherché une étymologie à travers une déformation du nom de Zeriab, un persan très important dans la cuisine en Al-Andalus, mais on n'a rien trouvé de concluant. On sait juste que lors de son exil depuis Bagdad, il s'est arrêté en Tunisie où il aurait pu laisser cette déformation de son nom, El Zerreabia. Aujourd'hui, on pense plutôt que le mot zlabia est une progressive déformation du mot persan goulab, qui signifie sirop de rose, un des ingrédients de la zlebia, en passant par l'arabe julap, d'où vient d'ailleurs le français julep. Son nom serait resté en Afrique du Nord et la recette serait entrée plus tard en Al-Andalus, se transformant lentement dans le churros qu'on connaît aujourd'hui, perdant au passage sa couleur et son miel, remplacé par des cristaux de sucre. Alors bien sûr, ça reste une hypothèse. Rien ne nous prouve que la zelabia soit l'ancêtre direct des churros. Mais plusieurs arguments penchent en ce sens. Difficile d'imaginer la recette des churros qui sortirait de nulle part. Une invention espagnole qui n'aurait aucun lien avec la zelabia, malgré des siècles de coexistence avec des musulmans. Cette recette, une pâte fluide, molle, non levée, coulée dans l'huile bouillante sous la forme d'une spirale ou d'un treillis, nécessite un savoir-faire, une technique qui semble bien transmise. Et pour moi, c'est l'argument qui penche le plus vers cette filiation. Par ailleurs, cette forme en spirale n'était pas nouvelle. On la trouvait déjà sur les murs de la tombe de Ramsès III dans la vallée des rois en Égypte. Là, on peut toujours voir des peintures qui ont plus de 3000 ans et qui représentent des boulangers au travail. Parmi les différentes formes données au pain, on remarque celle en spirale, manipulée à l'aide de baguettes et placée dans une grande poêle. Là, on voit bien que ce n'est pas une pâte molle, mais bien une pâte à pain, en tout cas une pâte qui se tient. Revenons à nos zlabia et à nos churros du XXIe siècle. On a vu leurs ressemblances, mais leur principale différence, c'est 1. La présence ou l'absence de miel, et 2. Leur présentation. Le boudin de pâte de la zlabia plongé dans l'huile est beaucoup plus fin que celui des churros. Et c'est certainement pour cette raison que la zlabia est servie entière, telle qu'elle, alors que les churros sont présentés en morceaux, coupés d'une spirale beaucoup plus grande, ou même directement frits sous la forme de bâtons. Parce que, pour complexifier les choses, dans les pays de l'ancien empire ottoman, on trouve une zlabia droite, plus ou moins longue, mais surtout plus épaisse. Elle prend des noms différents suivant les pays. C'est celle qu'on appelle zlabia banane en Algérie et bala hacham au Levant et en Égypte. Bref, le débat reste ouvert, le churros peut avoir une origine chinoise ou une origine arabo-andalouse. Et vous en pensez quoi ? En Espagne, on a un autre beignet qui s'appelle porra et qui lui ressemble plus au youtiao que n'y ressemblent les churros. Les porras, c'est des beignets qu'on trouve proposés en Espagne aux côtés des churros. Ils sont plus gras et plus épais et contrairement aux churros, ils contiennent un produit levant, du bicarbonate de soude ou de la levure. Leur nom rappelle leur forme, puisqu'en espagnol, porra signifie bâton. En Ibérie, on peut tracer la recette de ces beignets dans un autre livre de cuisine, le Kitab at-Tabir, écrit cette fois par Ibn Razin at-Tujibi, en Al-Andalus au XIIIe siècle. Dans le 4e chapitre de la première partie du livre, on trouve la recette des gâteaux nommés ka'ak et qui sont cuits sous la forme d'un anneau. Je reviendrai un jour sur l'histoire de ces gâteaux et de la légende qui raconte comment les moriscas andalouses, lors de leur expulsion, y cachaient leurs bijoux. Dans ce même ouvrage de Ibn Razin, un peu plus loin dans le même chapitre, on trouve la recette du sponge qui est énoncée ainsi. Mélangez de la semoule fine avec de l'eau, du sel et de la levure, laissez lever et écrasez la pâte dans la paume de la main de façon à ce qu'un peu de pâte s'échappe entre le pouce et l'index. Ce sont ces morceaux, ronds ou allongés, qui sont mis à frire dans l'huile d'olive. Et cette recette, c'est certainement l'origine du sponge qu'on trouve aujourd'hui au Maroc, celui qu'on appelle parfois ftaïr ou rfaf en Algérie et qui prend des formes et des noms différents de la Libye au Maroc. Alors si on se réfère à cette racine ancienne, le sponge a soit une forme de boule, soit une forme allongée et qui ne prend sa forme d'anneau qu'à la fin de la recette. Parce que Ibn Razin nous dit que pour tester la pâte avant de la frire, on doit lui donner une forme d'anneau, celle du ka'ak, et que si cette forme avec un trou central résiste à la cuisson, c'est que la pâte est correctement levée. Donc à cette époque-là,
sfenj désigne la préparation, mais ne désigne pas la forme du beignet. Dans le dictionnaire arabe de mon grand-père de 1924, la définition du sfenj est la suivante. Éponge, beignet, mais aussi crêpe. Parce que ce qui est important, c'est que ce beignet soit spongieux, ce qui est l'origine de son nom. Et sponge en arabe signifie éponge. Alors, l'attestation écrite de la recette du sfenj en Al-Andalus ne veut pas dire qu'il ne soit pas né ailleurs avant, c'est même probable qu'elle soit la recette d'un beignet déjà connu, mais certainement en lien avec ces beignets anciens desquels j'ai parlé. Le chercheur égyptien Hassan Ali Hassan évoque le sfenj dans son ouvrage « La civilisation islamique au Maroc et en Andalousie », mais je n'ai pas pu identifier dans ses références l'existence du sfenj attestée quelque part avant la publication du Kitab al-Tabir. Le sfenj va être mangé en Al-Andalus par les musulmans, mais aussi par les chrétiens et les juifs, ceux d'Ibérie et ceux de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui encore, il est consommé par les séfarades lors de la fête de Hanouka, durant laquelle on doit manger des aliments frits. On dit que Maïmonide, le grand penseur juif andalou, en mangeait déjà et que son père, le rabbin Maïmon ben Youssef, conseillait de manger des sofganim pour Hanouka, mais on ne trouve aucune source fiable à cette affirmation. Ça ressemble plus à une légende dispersée par des juifs d'Afrique du Nord. Cependant, le mot hébreu sfog, qui signifie éponge, est un vieux mot qu'on trouve déjà dans le Talmud au IIIe siècle. Et l'ancienneté de ce mot donnerait une antériorité aux mots qui tournent autour de cette racine. Mais tous, qu'ils soient arabes, hébreux, anglais, espagnol ou français, proviennent du grec byzantin sphongari, qui, comme le grec ancien spongos, signifie éponge. Le sphog hébraïque, comme le sfenj arabo-andalou, ont voyagé avec la diaspora séfarade, notamment en Europe où il a donné le néologisme soufganiya, qui désigne un petit beignet rond fourré à la confiture, qu'on trouve aujourd'hui aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Alors je ne vais pas faire l'histoire de tous ces beignets qu'on trouve en Europe et aux Amériques, mais les historiens s'accordent pour dire qu'ils ont tous une origine liée à ces premiers beignets arabo-andalous, des buñuelos et rosquillas espagnols, des beignets français aux picarones et péruviens, jusqu'aux désormais inévitables donuts. Et aujourd'hui, ces beignets états-uniens viennent concurrencer les antiques sfenj dans une circulation des techniques fascinantes. Et ces techniques risquent bien d'être antérieures à ce que nous apprennent ces sources chinoises, arabes ou andalouses. Difficile d'imaginer que personne n'ait volontairement ou non fait tomber de la pâte dans de l'huile bouillante. C'est même d'ailleurs ce que dit une légende maghrébine qui explique l'origine du sfenj, né d'une boule de pâte d'un boulanger tombé accidentellement dans l'huile. Mais finalement, en attendant qu'on trouve une preuve, écrite au matériel d'un premier beignet oublié, né quelque part dans le monde amazigh, dans le Caucase, en Mésopotamie ou n'importe où ailleurs, c'est encore dans le monde gréco-romain qu'il faut chercher la plus ancienne mention écrite d'une sorte de beignet. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton l'Ancien, un homme politique pas drôle, né dans la province de Rome, donne la recette d'un beignet au fromage, au miel et aux graines de pavot. Dans son ouvrage De Agricultura, il nous donne la méthode à suivre pour faire des beignets au fromage nommés globos. Mélangez du fromage avec de la farine d'épeautre, mettez du saindoux ou de l'huile chaude dans un chaudron de cuivre, faites cuire 1 ou 2 fois et retournez-les fréquemment avec 2 baguettes. Une fois cuites, retirez-les, enduisez-les de miel, saupoudrez de graines de pavot et servez-les ainsi. Et bien avant Caton, plusieurs auteurs de l'Antiquité grecque tels qu'Aristophane ou Échille mentionnent les enkrides que Athénée de Naucratis décrit comme de petites pâtisseries frites dans l'huile d'olive et recouvertes de miel. Ce sont les précurseurs des loukoumades grecs d'aujourd'hui, comme ils sont l'origine des lokmas de Turquie et de la lokmat al-qadi du monde arabe. Et peut-être même que ces enkrides sont à l'origine de tous les beignets méditerranéens, l'histoire nous le dira. Ibn Battuta, le voyageur du XIVe siècle, nous dit même que pendant son séjour en Inde, on lui sert des lokmat al-qadi frites dans du ghee et que les Indiens les appellent simplement lokmat. Bref, par cette histoire, on voit bien que c'est illusoire de vouloir chercher une origine unique à quelque chose d'aussi simple qu'un peu de pâte dans de l'huile bouillante. Ce qui pour moi fait l'intérêt de ce genre d'objet, c'est sa circulation, son appropriation et sa réutilisation sous des formes différentes, au point d'être fortement associé à des régions.
C'est comme le balbaloni, Sfench. Presque comme Moraloni, ouais. Et le sphenge, qu'il soit marocain ou libyen, porte un nom grec, comme malgré leur nom espagnol, les churros et les porras trouvent leurs racines dans le monde arabo-andalou. La zlabia appartient à un arc immense qui va des mondes indiens jusqu'au Maroc, et le lokmat, malgré son nom arabe, a des racines grecques. Et on peut finir cette boucle avec les beignets, sphenge ou pas, transportés par des immigrants juifs ou hollandais vers les États-Unis, où il va connaître une nouvelle version appelée donuts, un des derniers avatars d'un beignet à la longue histoire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de la commenter. Dites-moi comment vous appelez ces beignets dans votre région. Merci de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, d'appuyer sur l'icône booster pour donner de la visibilité à cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour un autre sujet. Bye bye.